Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort, éditrice indépendante et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Giovanna Calvenzi à Milan et c'est mon premier entretien en Italie. Bonjour Giovanna. Bonjour. Je suis vraiment, comme je disais, je suis ravie d'être là aujourd'hui et d'être dans les archives de Gabriele Basilico. On en reparlera dans cet entretien pourquoi on est dans ce lieu, parce que tu es en charge de ce lieu depuis 2013. Tu es aussi, tu as été photo-éditeur pour des magazines italiens de 85 à 2019. En 98, tu as été la directrice des rencontres internationales de la photographie à Arles. En 2002, tu étais la guest curateur de Photo España Madrid. Et en 2014, avec Laura Serrani, que j'ai pu interviewer dans l'épisode 22, tu étais directrice artistique du mois de la photo à Paris. Et tu enseignes l'histoire de la photographie et du photo-editing à Milan et Bologne. Et tu conduis des recherches en histoire de la photographie contemporaine et tu as publié plusieurs livres. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton studio. Pour commencer cette conversation, est-ce que tu pourrais nous parler les influences que tu as pu avoir dans ton premier entourage, dans ta famille? Est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient un lien avec la photographie? En réalité, j'étais plutôt intéressée à la littérature italienne et pas à la photo. J'ai étudié à l'université de littérature italienne et j'ai mis une annonce sur un quotidien italien pour trouver un travail quand j'étais à l'université. Et j'ai eu la réponse d'un photographe en Italie très, très connu qui s'appelle Federico Patellani. Et j'ai commencé à m'occuper de la photo en faisant l'assistant d'un photographe très fameux, très populaire, très bien placé dans la presse. Je savais rien. Et tes parents étaient de quel milieu? Enfin, ils étaient de quelle profession? Dans ton entourage, ta famille, tes parents, ils étaient dans la culture ou... Ah non, pas du tout. Mon père, il avait une... je ne sais pas comment dire en français, une palestra. Il était enseignant de boxe. Et ma mère était à la maison. Il n'avait aucun intérêt, c'est tout personnel. J'aimais beaucoup lire. Et j'ai commencé à m'occuper de littérature, j'aimais le latin, je ne sais pas pourquoi. C'était moi, pas ma famille. Et j'ai commencé à m'occuper de la photo. Et en même temps, j'étais déjà avec Gabriele Basilico. Et lui aussi, il était encore à l'université, mais il avait envie de commencer à s'occuper de la photo. Alors, travailler avec Federico Patellani, c'était très important parce que on a appris à traiter les archives, à consulter les planches contact, à travailler sur place. C'est-à-dire, même si j'avais été appelée parce que je connaissais, je ne sais pas si on dit sténographie. Oui, exactement. Oui, c'était quelque chose qu'on a oublié complètement, mais j'écrivais très vite et lui il me dictait ses textes et c'est pour ça. Mais petit à petit, j'ai appris tous les trucs de la photo, si vous voulez, professionnels. Lui, il était photojournaliste et même l'archive de Gabriele Basilico aujourd'hui, du début, a été copié à partir des archives de Federico Patellani. Et vous êtes restée combien de temps avec ce photographe en tant qu'assistante ou en tout cas... Mais pas mal de temps, parce qu'au début, jusqu'à la fin de l'université, 4 ans, après j'ai commencé à enseigner et j'ai enseigné langage photographique et histoire de la photo. Et dans ce cas aussi, je ne savais rien, j'ai passé tout mon temps à étudier. Et après quelques années, Federico Patellani m'appelait encore pour travailler avec lui
pour systématiser ses archives. C'était une liane jusqu'à sa mort. Et vous saviez à ce moment-là ce que vous vouliez faire, c'est accompagner des photographes et puis enseigner la photographie. Vous saviez à ce moment-là ou c'était parce que j'imagine là on parle aussi d'une époque où le contexte était complètement différent, le contexte de la photographie, il y avait peut-être pas autant de livres sur la photographie, d'expositions. Est-ce que vous saviez à ce moment-là ce que vous vouliez un petit peu faire? Non, j'avais aucune. Pour moi, la photographie c'était un travail, mais on avait, grâce à Gabriel, à ses copains, à mes amis, à l'école, tout ce milieu, on avait beaucoup des informations. Vous savez que en 1967, il y a eu la première galerie photographique en Europe, à Milan, qui c'était la galerie al diaframma de Lanfranco Colombo. Et là, c'était un milieu des rencontres, de diffusion de la culture de l'image. On achetait les livres aux États-Unis, en France, et c'était tout de suite on était toujours très impliqués. Les réseaux, c'était ample à Milan. On avait de la chance. Et même la vie quotidienne, c'était très vive, je sais pas comment dire, très enthousiasmant, je dirais. En 85, vous avez commencé à travailler pour des magazines. Comment s'est fait cette rencontre? Et là aussi, c'était de la chance parce que j'étais professeur dans une école professionnelle de photographie et un magazine, journal de photos qui s'appelait Il Photographe ou Le Photographe. Il m'avait impliqué pour travailler sur des enquêtes sur le milieu de la photo. Les photographes d'architecture, de design, de la mode, beaucoup de choses. Et là, j'ai commencé à écrire sur la photo. Et à un certain moment, il y avait une hebdomadaire de mode qui s'appelait Amique, qui cherchait un picture editor. Et ils m'ont appelé et ils m'ont embauché tout de suite, même si j'avais aucune expérience. Pourquoi vous pensez que ça s'est fait comme ça? Parce que dans la vie journalistique, c'est pas comme ça. Parce que moi, j'avais aucune référence. J'avais jamais travaillé dans la presse. J'avais écrit pour un mensuel de photos, mais c'est quelque chose de différent. Et j'ai eu la chance incroyable de travailler avec un rédacteur en chef qui avait un goût incroyable, mais connaissait rien de la vie du monde de la photo. Moi, j'étais toujours avec Gabriele Basilico, notre milieu. C'était que des photographes, plus ou moins. Alors, pour moi, c'était naturel, savoir à qui donner des travaux. Pour moi, c'était simple, mais c'était pas mon métier. Je l'ai appris sur le terrain. En faisant. En le faisant. Vous êtes resté, je compte les années, mais de 85 à 2019 dans la presse. Vous avez travaillé pour d'autres magazines. Tu me parlais de Il Photographo, la première expérience. Est-ce qu'il y a d'autres magazines pour lesquels tu as travaillé sur cette période? Alors, le premier a été une hebdomadaire de mode. Après, j'ai commencé à travailler pour le supplément du Corriere della Sera. Et ça, c'était vraiment une aventure magique, à peu près, parce que c'était à partir de 99. Et il y avait plein de choses qui se passaient dans le monde entier. On avait de l'argent. La presse avait de l'argent. On pouvait payer. Moi, je pouvais appeler Magnum à Paris et demander qui vous envoyait à Berlin ou à Pékin, et payer les voyages, partager les frais avec les journaux anglais ou français. C'était vraiment notre façon de travailler, très amusant. Et j'ai appris beaucoup de choses.
Malheureusement, à un certain moment, tout le groupe, mon rédacteur en chef, son aide et tout le groupe a décidé de quitter Corriere della Sera pour aller travailler chez Condé Nast, qui nous payait beaucoup. Mais c'est un travail que moi, je n'aimais pas trop. En tout cas, je suis partie avec tous mes copains et nous avons travaillé à Vanity Fair. Mais c'est pas mon... J'ai résisté 2 ans et après j'ai quitté. Pourquoi ça te Parce que plaisait le pas milieu trop? de la mode, c'est notre milieu. C'est moi, j'adorais la presse, j'adorais travailler sur le terrain, m'occuper de travailler avec Earl Britz, Annie Leibovitz. C'était vachement compliqué. Et en 98, donc vous étiez, tu étais pitcher éditeur, tu étais aussi en même temps directrice à Arles. Arles était bien différent de ce que c'est aujourd'hui. Comment s'est passée cette invitation? Pareil, Alors, là, il y a eu un moment dans lequel il y avait un directeur nommé par l'État, qui s'appelait Bernard Millet, qui, pour 3 ans, a invité des directeurs artistiques qui venaient de pays différents. C'est-à-dire, la première année, c'était Christian Cojol, la deuxième, Joan Fontcuberta, et la troisième, c'était moi. C'est Christian Cojol, je crois, qui a insisté, parce que Christian, c'est un frère. Et Bernard Millet et tout le groupe d'Arles, tous les gens qui travaillaient avec les rencontres, étaient une espèce de famille. On a travaillé très bien. Ils m'ont donné, ils m'ont beaucoup aidé. Mon idée du début, c'était que moi, j'étais mariée avec un photographe d'architecture, paysage urbain. Et on parlait jamais des gens. Et même en Italie, plutôt en général, il y avait cette espèce d'école italienne de la photographie de paysage qui c'était un peu la règle à partir de 1984, après Viaggio in Italia de Luigi Ghirri. Tous les gens les plus impliqués dans le milieu de la photo s'occupaient du paysage, du terrain. Et alors, moi, je pensais que j'avais envie de retourner, de faire un pas en arrière et de penser à un paysage, mais un paysage humain. L'idée a été beaucoup appréciée et ils m'ont donné des règles que je trouve aussi très intéressantes. Alors, la règle que les amis d'Arles m'ont donnée, c'était avoir quelqu'un de important, quelqu'un qui s'était lié plutôt au monde de l'art plutôt qu'au monde de la presse. Faire quelque chose qui parlait du passé, qui présentait quelque chose qui venait du passé, inventer quelque chose qui, à la limite de l'offense, c'est-à-dire quelque chose de provocant, une provocation. Et là, et puis penser à quelque chose d'italien. Et moi, j'ai eu une chance inouïe parce que pour à moitié entre la provocation et le monde de l'art, j'ai invité David Lachapelle, qui acceptait tout de suite. Pour un lien un peu plus lié au monde de l'art, j'ai invité, il me viendra, pour la provocation, une soirée avec Oliviero Toscani. Pour le passé, un photographe qui faisait des photos gourous qui avait travaillé pendant la guerre aux États-Unis, Goldblum. Et puis, les jeunes photographes italiennes et aussi une très riche séquence de jeunes qui travaillaient à la vidéo. Ça a été, ils m'ont dit, un succès. C'est très bien passé. La provocation a eu un éclat parce que un monsieur a tiré de la
peinture sur Oliviero Toscani. C'était vraiment, tout le monde était ravi et c'est très bien passé. Et c'est ça. Et cette famille française, comment tu l'as rencontrée? Est-ce que c'était par les magazines? Est-ce que c'était par des commandes? Tout a commencé avec Christian Cojol. Parce que Christian Cojol avait présenté sur Libération un article sur Gabriele, quand Gabriele avait exposé très très jeune dans une galerie de Paris. On ne connaissait pas Christian et on l'a croisé dans la rue à la Chambre-Éclair, rue Saint-Sulpice, par chance, parce qu'on était dans la boutique de la Chambre-Éclair et on était avec une amie photographe qui a dit « Ah, lui, c'est Christian Cojol ». Alors, nous sommes sortis, on l'a arrêté de la rue et c'est une amitié qui est née. Et Christian, on s'est toujours parlé beaucoup, et lui, il m'a beaucoup aidé. Et la langue française, parce que là, tu parles complètement français. Je m'attendais pas à ce qu'on puisse faire cet entretien en français comme ça. Je l'ai appris en France. Je l'ai pas étudié à l'école. Je l'ai appris en France parce que Gabriel, il a travaillé 1 an pour la mission photographique de la Datar en Normandie. Et chaque fin de semaine, j'allais en Normandie le rejoindre. Pendant la semaine, je pouvais pas. Et j'ai commencé en lisant le bouquin de Simenon. Et petit à petit, je sais pas, je veux dire que le français, c'est une langue qui c'est très sœur, je dirais, du dialecte de mon ville. On a eu le français ici et notre dialecte est plein de mots et de façons de parler françaises. Non, c'est intéressant et oui, je pense qu'il y a beaucoup de liens avec la France et l'Italie au niveau des arts et de la photographie. Donc, mais c'est drôle c'est intéressant qu'il y ait eu ce lien et cette relation que tu as pu maintenir tout au long de ta carrière avec la France. Jusqu'à maintenant. Et du coup, en 2002, donc là on est 3 ans après Arles, on te propose d'être guest éditeur de Photo España. Est-ce qu'on pourrait aussi parler de cette expérience? Moi, j'étais dans un jury en Belgique pour 8 ans, dans lequel on donnait des prix européenne à la jeune photographie internationale. Et là, une des gagnants a été Elina Broderus, finlandaise. Quand ils m'ont invité à présenter une expo à Madrid de Federico Patellani, et moi, j'adorais le travail d'Elina Broderus et je proposais Elina. Alors, la chose a un peu changé. J'étais plus seulement la curatrice de l'expo de Federico Patellani avec une copine qui s'appelle Kitty Bolognesi, mais ils m'ont donné plus de possibilités. On a fait aussi une très belle expo d'Elina Broderus qui venait de commencer son chemin. Et la reine est venue à l'inauguration de l'expo d'Elina. J'ai même pas une photo de l'événement parce que j'avais donné ma caméra à une amie qui était chargée de me photographier avec la reine et avec Elina. Elle est petite et tous les autres se sont mis devant elle. Elle n'a pas fait de photo. En 2014, tu es tu es commissionnée pour travailler sur le mois de la photo à Paris en 2014 avec Laura Serrani, comme ce que je disais en introduction. Donc ça m'intéressait aussi qu'on parle de cette expérience, mais aussi de cette envie, ou en tout cas pourquoi, ou quelles ont été un petit peu ce qui te donnait envie d'à chaque fois de faire des projets qui sortaient de ton quotidien de photo-éditeur. C'est-à-dire que
tu avais du coup un travail qui, j'imagine, te demandait beaucoup d'énergie déjà au quotidien dans la presse où voilà, souvent c'est des milieux qui sont très denses, qui en demandent beaucoup. Et en plus, ponctuellement, tu faisais d'autres projets. Donc ça m'intéresserait qu'on parle de ce mois de la photo en France, mais aussi pourquoi, enfin voilà, un peu le pourquoi avoir maintenu tout au long de ta carrière des projets comme ça. En plus d'un quotidien parce que bien chargé. C'est une façon de connaître des gens, de travailler dans des milieux différents, d'impliquer des gens que tu peux pas impliquer dans ton travail quotidien. Et pour moi, c'était très important. On a travaillé à Paris Photo grâce à Jean-Luc Monterosso, avec lequel j'avais déjà travaillé parce qu'il m'avait demandé d'écrire des textes pour des publications qu'il faisait pour la MEP. Et puis, il avait monté une expo de Gabriele à Paris. Moi, j'ai jamais travaillé avec Gabriele, mais en tout cas, le milieu, c'était le même. Je connaissais les gens qui, lui, connaissaient. Et c'était plutôt normal, je dirais. Et quand Jean-Luc Monterosso, il m'a invité à travailler à Paris Photo, on était avec Laura, on a décidé de le faire ensemble, et c'est passé très bien. C'était Paris Photo ou le mois de la photo? C'était le mois de la photo. C'était le mois de la photo. Et du coup, à cette occasion, il y a une sélection d'expositions qui ont été faites en binôme, c'est ça? Vous avez réfléchi à... Si, et c'était un peu plus compliqué que d'habitude parce que il y avait des problèmes d'argent, des problèmes il y avait déjà des règles établies depuis des années. C'était pas un vrai festival comme Arles où il te donnait carte blanche et c'était à toi de décider quoi faire. Là, il y avait plein de petites... c'était plutôt compliqué, mais ça passait bien en tout cas. Ça m'intéresserait qu'on en revienne aussi quand même au fil conducteur de toute ta carrière, ton métier de photo-éditeur. J'aimerais bien, peut-être avec un exemple, si tu pouvais nous expliquer en quoi ça consiste, peut-être en parlant d'un numéro, d'un magazine, mais en tout cas pour les personnes qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles étaient les différentes étapes de ton travail? Écoute, ils sont des choses très personnelles et qui sont où il y a la volonté, la curiosité et la chance qui marchent ensemble. C'est-à-dire, moi j'ai eu dans ma vie, toute ma vie, beaucoup de chance. Parce que il me sont arrivés des propositions de travail. Moi, je n'ai rien cherché. C'est ça la première chance. Tout le monde m'a toujours rappelé que c'est quelque chose qui n'arrive presque jamais. Et c'est ça que j'ai dit. C'est de la véritable chance. Parce que les gens aimaient travailler avec toi, peut-être. C'était pour ton travail, pour ton... Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais, par exemple, après avoir travaillé... Moi, j'ai travaillé chez Condé Nast, où ce n'était pas mon milieu. Mais j'étais très bien payée. Et alors, je pensais, à la fin de deuxième année, j'étais rédactrice en chef de Glamour. C'était un mensuel pour jeunes filles. Et moi, je n'étais pas rédacteur en chef. C'était pas... Connaître ses limites, c'est très important. J'aimais pas aller dîner avec Armani. J'aimais pas être présent à des défilés de mode en premier rang. C'était pas mon métier, ça m'intéressait pas. Et alors, j'ai décidé de rester un an chez moi et m'occuper de ma vie personnelle. 2 mois après, ils m'ont appelé à travailler dans un autre magazine. Rester à la maison, c'était pas mon métier. Et j'ai recommencé à travailler, mais par exemple, j'ai travaillé 12 ans dans un hebdomadaire sportif qui s'appelle Sport Week, qui c'est le supplément de la Gazzetta dello Sport, qui c'est le quotidien plus vendu en Italie, plus diffusé, plus vendu.
ils sont les 12 ans professionnels meilleurs de ma vie. Et je ne savais rien du sport. Je connaissais rien. Mais j'ai eu la chance de commencer à travailler dans l'an 2000, où le sport, c'était important, mais ce n'était pas encore un show business. Show business. C'était différent. Si j'ai appelé Zidane, il répondait au téléphone. Et c'était complètement... Maintenant, tu dois parler au manager, au press office, à tout le monde. Tu as plein de problèmes. Dans l'an 2000, c'était simple. Tu appelais et les gens te répondaient, tu les invitais. Ils n'avaient pas l'habitude d'être sur la une d'un magazine bien soigné, bien imprimé. Et ça a été... Et là aussi, je répète, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe. Nous sont devenus... J'ai arrêté 2012 et on se voit encore une fois par mois, on dîne ensemble. Et ça, c'est très important. Et dans ces cas-là, c'était la rédaction qui choisissait un sujet et après, toi, tu intervenais sur choisir le bon photographe. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'était, il y avait aussi parfois de la commande de, comment dire, est-ce que c'était à chaque fois des photographes, des séries que vous commandiez, ou il y avait aussi de l'achat d'images qui existaient déjà C'était plutôt simple. Alors, dans un magazine, la position de picture editor, c'est à même niveau de l'art director et de rédacteur. Il y a un chef, c'est lui qui pense qu'il propose, et c'est aux deuxième ligne qu'on réalise ce que le chef a décidé. Il faut le faire. Moi, j'aurais aimé travailler avec, je ne sais pas, David LaChapelle, mais si le magazine c'est pas dans l'esprit de LaChapelle, il faut travailler avec Mario Testino ou Helmut Nilsson, ça dépend. Et tu dois respecter des règles non écrites, qui sont des règles que tu dois connaître. Après, quand on a décidé, il faut penser comment le présenter et pourquoi. Et choisir le photographe en relation avec les possibilités que tu as. On parle d'un joueur de football qui est connu parce qu'il aime lire, et tu l'amènes dans une librairie et pas dans le stadium. Tu dois parler avec... Alors on avait la possibilité de faire ça. Et en même temps, c'était la période dans laquelle il y avait Getty qui allait naître, Getty Images, et tous les gens qui travaillaient à Getty avant avaient travaillé dans un autre agence très important italien qui s'appelait Grazianeri, qui avait un réseau international très important. Et grâce à Grazianeri, j'ai connu tous les photographes qui travaillaient pour la presse en Europe, plus ou moins. En même temps, j'avais eu la chance que quand j'ai commencé à travailler pour Amica, le rédacteur en chef a décidé... C'était après le magazine pour le sport, c'est ça? Non, c'est avant. Pardon. C'est quelque chose qui venait avant, qui m'a donné une chance inouïe, c'est-à-dire mon rédacteur en chef a pensé qu'il fallait connaître les agents internationaux. Et je suis partie à New York à connaître tous les agences plus importantes, à Paris et à Londres, payées par mon magazine. C'est quelque chose que maintenant... C'était mon chef qui était très intelligent. Et connaître le directeur de Magnum de New York et de Paris, c'était important parce que François Ebel est devenu un copain. On s'est vu même la semaine passée à Bologne. Et ils sont restés des amitiés et une coopération internationale très importante que maintenant, ça ne sert à rien. Ça serait moi pour les amitiés, mais pas pour le travail. Pour le travail, tu as changé après. Si tu penses, si tu connaissais pas personnellement les gens,
c'était complètement difficile de travailler. Et moi, j'allais à Perpignan pour connaître les gens. D'un certain moment, avec Internet, c'était intéressant aller à Perpignan parce que je voyais tout en ligne. C'était plus nécessaire de se déplacer. Se déplacer. Et ça changeait le métier complètement. C'est sûr que oui, là, les années 2000, ça a dû être des années où il a fallu se réinventer et ça devait être passionnant d'être dans la presse à ce moment-là parce que avec les banques d'images, etc., ton métier a été un peu chamboulé et il est encore maintenant... Si tu penses seulement, par exemple, tu fais une couverture avec Zidane et tu trouves ton image sur Getty ou sur Sport Illustrated, je ne sais pas. Et tu veux avoir la sûreté que tu es le seul cette semaine à publier cette photo. Et dans les années 2000, essayer d'avoir avec les agences en ligne cette possibilité. Si j'achète une photo, tu dois me garantir que tu ne la vends pas à quelqu'un d'autre. Avant Internet, ça c'était possible parce qu'ils te donnaient le tirage, le slide. Après, c'était plus possible. Et ça changeait complètement le travail. Il fallait que c'était toi inventer ce que tu voulais et inviter les photographes à travailler pour toi. Et la relation avec les agents, c'était un peu différent. Tu pouvais pas être sûr. Le sujet complet, oui, bien sûr. Mais si tu déchargeais une photo d'Aghetti, par exemple, tout le monde pouvait faire la même chose. Alors, c'était compliqué. Et comment tu pouvais faire? Enfin, du coup, l'idée, c'était d'investir plus sur les photographes et moins sur les agences, pour un certain moment. Mais ça n'a pas duré. Puis la presse a changé. C'était beaucoup plus économique de décharger les photos des agences en ligne. Du coup, tu es resté 12 ans dans le sport et tu as donc changé pour un autre magazine. Est-ce que tu pourrais... Si, mais là, c'était différent parce qu'à un certain moment, on me connaissait et il m'invitait quand il avait envie de changer. Et j'ai travaillé 4 ans dans la presse catholique qui pour la première fois avait un directeur, pas des directeurs administratifs, qui n'était pas un prêtre, qui c'était laïque. Et ils ont fait une petite équipe des gens qui venaient de autres journaux. Et ça a été une très belle expérience. On a refait Famiglia Cristiana, tous les magazines de la presse, et on s'est beaucoup amusé. Et puis on a quitté parce que le chef est mort, tout est changé. Alors le même petit groupe, directeur artistique, mon assistant, moi, etc., et nous sommes partis tous ensemble. C'était un peu l'idée de ma vie, de travailler toujours avec des gens avec lesquels on travaille très bien. Et nous avons travaillé pour un hebdomadaire de mode, encore. Et on a très bien travaillé. On a changé aussi les journaux. On a refait 2 journaux. Et après 4 ans, après, Gabriele est mort et je dû m'occuper de son atelier. Et c'est tout. Je trouve ça passionnant parce que tout au long de la carrière, là, on l'a esquissé. Il y a eu effectivement beaucoup de rencontres. Et ce que je remarque, c'est des familles de professionnels, comme ce que tu viens de dire, que tu construisais et avec qui tu travaillais, parce que il existe aussi des personnes qui sont photo-éditeurs et qui peuvent être indépendantes. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que toi, à travers ta carrière, ça a été vraiment de construire des groupes de professionnels avec qui travailler, rester longtemps. Enfin, en tout cas, voilà, pour être plutôt sur le long terme. Il y a une autre chose qu'il faut avouer, que
En Italie, l'ordre des journalistes a des règles très précises. Il y a une espèce de... hiérarchie, ouais. Hiérarchie? Non, ou alors une règle? Non, une espèce de... il y a le chef, les sous-chefs, l'art director, le picture editor. Si tu entres dans la hiérarchie, c'est une hiérarchie qui est respectée absolument. Alors, si tu es picture editor et en même temps, tu es journaliste et tu te places à un niveau un peu haut, ta façon de travailler, c'est beaucoup plus simple. Parce que dans la presse, tous les journalistes sont capables de choisir les photos. Ils ont tous un neveu, un fils, une sœur, un cousin qui est capable de faire des photos magnifiques. Mais si tu as un niveau dans la hiérarchie important, tu dois être respecté. Et tu ne peux pas proposer les photos de son neveu. C'est toi qui décides, le photographe qui doit choisir. Et personne ne dit rien, sauf le rédacteur en chef. C'est une règle. Et moi, j'ai eu la chance du début d'être placé à un bon niveau dans la hiérarchie. Placé à un bon niveau, je pense, parce que pour toute cette... Et puis aussi pour cette fidélité, je pense... et pour ce regard, je pense, à travers tes expériences. J'ai une question un peu plus ouverte, c'est est-ce qu'il y a des évolutions ou quels sont les changements que tu as pu voir dans le milieu du photo-editing depuis ces dernières années? C'est une question plutôt personnelle, c'est pas une question théorique, c'est plutôt... on a abordé quelques sujets sur l'évolution de la presse, de l'arrivée des banques d'images, mais est-ce qu'il y a d'autres... il y a d'autres sujets voilà, sur les 20 C'est un discours très compliqué, parce que je crois que ce n'est pas un problème de picture editing dans la presse, mais c'est un problème des journaux. C'est un problème que d'un certain point, je ne suis pas pour l'Italie, je peux pas savoir, j'ai eu l'impression qu'en France c'est un peu mieux. Mais en Italie, il y a eu le marketing à un certain moment qui a pris le pouvoir. Et alors, on traitait des arguments qui s'étaient déjà un peu organisés par le marketing. Après, il n'y a plus eu de l'argent pour la photo. À un certain moment, les réseaux des agences en ligne, c'est devenu la seule façon possible pour acheter bon marché des images. Quand j'ai commencé à travailler à MIC en 1985, j'avais 5 millions de lire. C'était, moi, je pourrais dire le 20 000 euros pour faire la couverture. Tu t'imagines, ça change complètement la façon de travailler. La dernière fois que j'ai pensé à une couverture, on avait 800 euros pour la couverture. Maintenant, si te donne 200 euros, c'est déjà la fête. Et ça a changé complètement. C'est le marché qui a profité de la faiblesse de la presse. Parce que si je pense à la presse italienne maintenant, le seul magazine qui marche, qui fonctionne, c'est Internazionale, qui n'a presque publicité, qui est faite par des véritables professionnels et qui s'occupe du monde entier et qui a une distribution très faible, seulement en italien. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un magazine hebdomadaire qui n'a aucune allure fashion, pas du tout. Mais les autres magazines n'existent plus en Italie. Tu n'as plus un journal, tu n'as plus un journal intéressant. Même dans les quotidiens. C'est vraiment un moment très compliqué.
C'est un sujet que que j'aborde souvent avec les professionnels à ce micro, mais selon toi, la crise de la presse, elle est liée au fait que les gens n'achètent plus la presse, ou est-ce qu'il y a d'autres Mais pour acheter la presse, tu dois donner quelque chose d'intéressant dans la presse. Si tu penses au Corriere della Sera. Corriere della Sera, la plupart des sujets sont des meurtres, des violences dans les parcs, des gens qui volent dans les villas à la campagne, féminicides. C'est seulement... Tu trouves jamais un sujet qui va en profondeur des événements. Il y a la politique, mais la politique à la télé, c'est compliqué. Moi, je déteste ce qui se passe maintenant en Italie. J'imagine que la France, oui, en ce moment, c'est plus ou moins au même niveau. En tout cas, ça va vers cette direction. Et ça, c'est quelque chose qui n'intéresse pas ton podcast, mais je peux te dire, on avait une assurance pour les journalistes liée à l'ordre des journalistes, qui c'est obligatoire par loi. Tu peux pas travailler dans la presse si tu fais pas partie de la presse professionnelle, non, de l'ordre des journalistes. On avait une assurance pour la santé, n'existe plus. On avait pour les pensions, pour tout ça, il n'existe plus. Il n'y a plus de jeunes gens qui viennent embaucher pour travailler dans les journaux. C'est quelque chose de très compliqué. On fait des podcasts. J'ai suivi un cours, ça c'est très personnel, c'est pas pour ton podcast, sur l'intelligence artificielle. Parce que le problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux faire des podcasts visuels magnifiques que même les gens les plus impliqués découvrent si c'est vrai ou si c'est faux. Et le problème, c'était, moi je parle en français avec toi, tu fais avec un applicatif qui s'appelle Sora, tu peux faire un film où moi je parle allemand, espagnol, anglais, avec ma bouche qui suive, avec ma voix qui parle anglais, même si je ne connais pas l'anglais. Alors il faut mettre, mais je fais un podcast en anglais, qui c'est faux. Mais personne m'oblige jusqu'à maintenant de déclarer que c'est pas vrai. Parce que le problème, c'est que si tu traduis ma voix en anglais, ça va, je peux arriver à comprendre si je dis la vérité ou pas. Mais en turc, par exemple, je peux pas dire si je dis des bêtises, des faussetés. On ne sait pas, non? C'est ça le souci avec c'est qu'on peut modifier les choses et puis surtout, et là c'est un vrai sujet sur la photo, c'est que on n'a plus les sources, on n'a plus les droits d'auteur sont pas... Oui, bah même le problème de la vérité, c'est devenu... c'est pas nécessaire savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Pour moi, c'est toujours important de le savoir. Mais on n'a pas encore trouvé les règles pour gérer. Exactement. Et ça porte à changer complètement toute l'impostation de la presse mondiale. Et c'est compliqué. Moi, je trouve, je dois dire la vérité, très enthousiasmant en ce moment. Hein. J'ai pas peur de ce qui se passe. Mais il faut trouver des règles, il faut protéger. Et là, le travail va changer complètement. La façon de travailler, ça sera plus important que tu aies une belle mine plutôt qu'une belle intelligence pour faire des podcasts. Non, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est... On est un moment où au niveau légal, les choses sont pas encore bien claires. Mais ça va. Enfin, quand ce sera un peu plus précis, quand il y aura des réglementations européennes, je pense que ça pourra aussi permettre à protéger et à aller aussi plus loin du coup, oui. Mais en protégeant
en sachant ce qu'on regarde, quoi. Je crois que bientôt en France, ce sera obligatoire qu'il y ait marqué partout quand une image sera faite avec une intelligence artificielle. Il faudra que ce soit marqué, je crois, en bas quelque part pour montrer. Mais les images ont toujours été transformées. Il y a toujours du collage. Mais quand il y a eu Photoshop, nous avons essayé, comme journalistes, de proposer la diction. Dans la légende, il fallait écrire photo a été manipulée, tout ça. C'est pas passé, c'est pas devenu une règle. Si tu veux, tu peux l'écrire, si tu veux pas, tu peux le... Ça intéresse personne. Ça intéresse personne, mais il y a des sujets politiques un petit peu derrière, c'est quand même problématique de jouer avec ça, quoi. Tu es aussi enseignante. Ça m'intéresserait aussi qu'on parle du rôle de l'enseignement et de l'écriture dans ta carrière. Parce que tu avais commencé par l'enseignement. Oui, j'ai enseigné 11 ans dans une école professionnelle où j'ai appris beaucoup de choses. C'était même des années du 73 jusqu'à 85, quand j'ai quitté pour aller travailler à D'Amica. Et j'ai beaucoup appris à l'école, mais c'était des années différentes. Après, j'ai continué à enseigner à Bologne, mais là, c'était picture editing. C'était une autre chose, c'était pas histoire de la photo, que j'aimais beaucoup plus, parce que c'était plus sûr. Photo editing, c'était plutôt compliqué, parce que c'était lié à la presse. Il fallait parler de quelque chose pour aider les étudiants à comprendre comment étaient faits les magazines et les journaux, mais en même temps, pour pouvoir offrir la possibilité d'apprendre ce métier. Dans certains points, j'ai quitté parce qu'il n'y avait plus de picture editor. En Italie, le dernier picture editor qui travaille, il a été embauché il y a 18 ans. Stop. Après, ils ne sont plus de picture editor, ils sont de iconographes. Et l'iconographe, tu peux faire n'importe quoi avec les photos que l'iconographe te présente. Ça change, hein? Mais c'est vrai qu'on en revient beaucoup à ce contexte dans la presse et à ces difficultés. On peut lire que depuis 2013, du coup, tu es en charge des archives Gabriele Basilico à Milan. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rôle et de tes projets, mais aussi peut-être les difficultés, enfin, en tout cas, voilà, ton... Guarda, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de difficultés, je dois dire. L'archive de Gabriele est bien organisée du début. Ici, il y a l'assistant de Gabriele qui travaille toujours avec moi, la secrétaire de Gabriele qui habite Florence, qui de temps en temps vient, elle est là maintenant, qui vient m'aider. Parce que moi, j'ai jamais travaillé avec Gabriele, mais j'ai suivi son travail, bien sûr, et pour ça, je connais ce qu'il a fait. Du début, ils m'ont proposé des expos, de faire des livres. Moi, je pensais seulement à un site internet qu'on a fait avec le graphiste qui travaillait avec moi chez les prêtres. C'est toujours le même réseau, une espèce de grande famille qui continue à travailler ensemble. On a fait 2023 2 expos à Milan en même temps, à Palais Royal et à la Triennale, qui c'est quelque chose jamais avenu, jamais seulement pour Gabriele, la ville l'a fait. C'est déjà super. Quelque chose de super. Et maintenant, nous sommes en train de travailler. On a une expo maintenant à Bergamo, magnifique, qui on a inauguré la semaine passée. Nous sommes en train de préparer 2 livres
un livre pour une expo itinérante qui partira en juillet à Rio de Janeiro et puis qui ira à Caracas, à Lima et à Mexico City. Et un autre livre qu'on va présenter en septembre sur Shanghai. Il y a plein de choses à faire. Ah, c'est super. Plein de choses à faire. Et on est vraiment très, très contents. J'ai seulement je suis désolée parce que la plupart de mes copains français sont à la retraite, désormais. Et j'ai perdu un peu les liens avec la France, même si j'ai continué à voir Bernard Millet, qui est restaurant à Marseille maintenant, Christian Cojol, François Ebel, Gabriel Boré. On continue à se voir en amitié. Ma dernière question, c'est une double question, des conseils. Alors, la première, j'espère qu'il y aura quand même, on pourra quand même réussir à trouver un peu de positif, mais c'est des conseils pour des personnes qui voudraient être pitcher éditeur, ou en tout cas des personnes qui voudraient travailler avec des photographes. Et ma deuxième question, c'est des conseils pour des personnes, pour des photographes, pardon. Alors, la seule chose que j'ai appris et que je peux dire, c'est fréquenter les milieux de la photo. C'est-à-dire, pour moi, ça a été très important aller à Arles, aller à Perpignan, aller à Madrid, aller à Londres, aller à Amsterdam. Quand il y a des festivals, et maintenant l'Europe est pleine de... Moi, j'ai fréquenté New York et les États-Unis seulement pour des raisons professionnelles, mais parce que des objectifs précis. Mais moi, je ne trouvais pas intéressant les États-Unis. J'ai toujours trouvé l'Europe beaucoup plus, pour moi, plus intéressant, plus diversifié. Et là, c'est très important. En Italie, il y a un réseau de festivals. Ils sont plus ou moins une dizaine, de plus importants comme Reggio Emilia, Cortona, des autres moins connus, mais en même temps très intéressants. Et moi, par exemple, j'ai gardé la possibilité d'aller à Arles pour on l'appelle photofolio, parce que là, tu connais les photographes, tu connais des jeunes tendances. Être dans le milieu. Et se déplacer physiquement, se déplacer même physiquement. Moi, je trouve que c'est très important. Et lire. Et maintenant, on a la chance d'avoir Internet, on a plein de choses très... de la photo, il y a plein de choses que tu peux suivre et apprendre beaucoup de choses. Et ça t'aide beaucoup. Et puis, si tu connais les gens, ils te connaissent. Il y a des lectures que tu lis particulièrement, ou il y a des magazines ou des choses où c'est plutôt vraiment au fil de l'eau qu'il y a... Moi, je suis abonnée à Libération. Je suis l'œil de la photo pour la France. Un peu le Guardian, anglais. New York Times, non. Je voulais, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et puis, toute la presse italienne, quand je peux, même si c'est vraiment très peu intéressant, malheureusement. Merci. Et puis, pour un photographe, c'est encore plus compliqué, parce que moi, je crois beaucoup dans les écoles, mais même quand j'ai enseigné dans une école professionnelle, notre idée de l'école, pas la mienne, mais je l'ai pris moi aussi à l'école, c'était que la photo peut être un métier, une profession, une possibilité d'exprimer soi-même. Peut être, mais c'est pas le fin de la vie, je ne sais pas. Tu peux être un excellent photographe, même travaillant en banque, ou être médecin. Moi, je crois que la photo, c'est
une façon d'expression artistique très très importante qui, à différence des autres arts, peut être déclinée dans des milliers de façons différentes. Tu peux travailler avec la photo sans même... On dit photo, mais ce n'est pas le nom correct maintenant. Je ne sais pas comment l'appeler différemment. Tu peux travailler à ton ordinateur toute la vie sans même ouvrir la porte de ta maison. Et en même temps, tu peux voyager dans le monde entier, faire des bouquins sur l'Amazonie. Tu peux faire n'importe quoi. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire. Donc réfléchir sur ce qu'on veut vraiment. C'est ce qu'on aime vraiment. Ce qui reste. Véritable passion, c'est un peu grand, mais on fait de la passion. Et ben on va terminer sur ce mot, la passion. La passion. Merci Giovanna pour cet échange et puis à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. En note de cet épisode, vous pouvez retrouver un lien d'inscription pour recevoir la newsletter des Voix de la photo. Tous les 15 jours, vous recevrez le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, mes recommandations de lecture, d'exposition ou de conférences, et même parfois des cadeaux. Aussi, pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!